Bonjour à tout le monde, bonsoir. Donc merci beaucoup de nous rejoindre pour cette deuxième journée de l'école d'été du programme de recherche à Rome. Désolé, je vis dans une temporalité tout à fait alternative. Deuxième journée de l'école d'été et donc troisième conférence publique avec ce soir une très belle table ronde qui sera très belle, mais on vous spoil un petit peu, sur des questions d'exposition et d'éclairage de l'or en contexte muséal. On va juste rappeler que cette table ronde s'inscrit dans un ensemble de conférences et de tables rondes accessibles au public qui se structurent depuis hier jusqu'à jeudi, avec pour ce qui concerne encore les événements à venir, une table ronde demain matin sur la restauration des dorures, une conférence demain soir sur les icônes et l'or dans la tradition byzantine par Maximilien Durand, une conférence masterclass jeudi matin avec Daniel Schlier, qui est un peintre contemporain qui utilise de l'or dans sa pratique et qui nous en parlera, et une conférence jeudi soir de clôture par Rebecca Zorak sur la matérialité universelle de l'or dans la colonisation des Amériques. Cette école d'été, elle est organisée par l'INHA en partenariat avec HAR et TIS, en partenariat dans le cadre de l'ANR à Ouroum, en partenariat aussi avec ICSA, avec le musée du Louvre, le département des études muséales et de la recherche et l'Institut national du patrimoine. On voulait juste en ouverture, avant de céder la parole à notre modérateur Lionel Simoneau, vous montrer un peu quelques éléments récents qui nous ont aussi poussé à envisager cette table ronde comme un moment d'échange sur ces questions d'éclairage de l'or qui se posent de façon peut-être plus aiguë dans les dernières années, avec un certain nombre notamment de propositions pour essayer de modifier la manière dont on éclaire l'or dans les musées. Alors, propositions qui, en l'état, sont essentiellement liées à des contextes d'exposition temporaire, mais qui montrent bien finalement qu'il y a un intérêt du point de vue des professionnels des musées qui sont réunis et représentés un peu ce soir avec cette table ronde pour ces questions d'éclairage dans justement une optique de mettre en valeur la dorure, là où on a effectivement l'impression, je parle pour toi mais tu veux peut-être en dire un mot, que cet or dans les musées n'est pas forcément toujours mis en valeur par l'éclairage. Tu veux dire un mot de ça ? Oui, alors simplement, effectivement, la plupart du temps dans les musées, l'éclairage répond à des objectifs d'ergonomie et donc vise à éliminer les reflets. Et donc, c'est souvent celui qui est pratiqué, un éclairage par le haut. Et lorsqu'on élimine les reflets, eh bien, on élimine aussi les reflets qui sont nécessaires à la vision, la perception des reflets de l'or. Et donc on voit beaucoup moins bien les reflets, sauf quand on a beaucoup de surfaces dorées, comme c'est le cas par exemple dans ce retable de Pierre Rupp. Tu as encore d'autres choses ? Non, c'était juste pour signaler donc effectivement ces propositions de restitution d'éclairage mouvant. Donc c'était le cas à Dijon pour l'exposition Maître et Merveille, où Lola Fombertas, qui est l'une des participantes de notre table ronde, avait mis au point ce système d'éclairage oscillatoire sur un retable du XVe siècle avec une surface essentiellement dorée qui présente donc cette façon d'osciller en fait par une petite barrière de rampe LED en fait, avec un programmateur qui permet en fait de faire osciller la lumière sur l'or et ainsi de montrer aussi la réaction de l'or à la lumière, ce qui nous paraissait tout à fait intéressant. Donc sur des questions finalement de tentative de restituer un peu la manière dont l'or pouvait être éclairé dans les périodes anciennes. Et un deuxième exemple également tout à fait récent, c'est celui du retable de Stavelot qui a été exposé au Getty dans le cadre de l'exposition Lumen, où en fait il y avait un éclairage un peu rouge qui faisait un peu plus vibrer. Alors je suis désolé, la vidéo est de très mauvaise qualité, mais avait pour effet justement par un éclairage là aussi un peu oscillatoire d'essayer de rendre autrement l'éclat de l'or
dans un contexte muséal, en regard par exemple d'un éclairage de collection permanente, comme c'est le cas au musée de Cluny, où l'œuvre est conservée. Donc voilà, c'était un peu pour vous contextualiser aussi notre intérêt pour ces questions de dorure et d'éclairage, d'exposition, et finalement de comprendre aussi la manière dont les professionnels des musées peuvent aborder ces questions, d'où aussi la présence de nos intervenants ici, qu'on remercie très très chaleureusement d'avoir bien voulu participer à cette table ronde, qui, je l'espère, va permettre aussi de pouvoir réfléchir à des manières de concevoir aussi d'autres façons d'éclairer l'or dans les musées. Alors, la table ronde qui est modérée par notre collègue Lionel Simoneau, qui fait partie du projet Aurum, qui travaille dans le cadre du groupe de travail numéro 3 sur ces questions d'apparence. Alors, Lionel est physicien, spécialiste d'optique des interactions lumière-matière, et l'un des pilotes aussi du GDR, le groupe de recherche AFAMAT sur l'apparence des matériaux, très actif dans ce groupe-là, qui réunit aussi des spécialistes de sciences humaines et sociales, des gens qui travaillent sur le patrimoine, mais sur plein d'autres sujets aussi, avec évidemment la présence forte de physiciens. Voilà, et donc Lionel est enseignant-chercheur à Poitiers et notamment de l'Institut Pépri, mais qui émigre à la fin de l'été vers Lyon et l'Institut Lumière-Matière. Voilà, et Lionel, je te cède la parole pour présenter nos intervenants. Merci beaucoup à vous deux. Merci vraiment aux organisateurs de cette école d'été. Alors j'ai eu la chance de pouvoir participer aux visites des collections du Louvre aujourd'hui. C'était vraiment passionnant. On est, enfin ceux qui ont participé, je pense qu'on peut dire qu'on est quand même un petit peu fatigué de cette journée. Mais je voudrais vous rassurer puisque cette table ronde va être dynamique. Et puis, comme vous allez le voir aussi, très illustrée. C'est un petit peu comme si on poursuivait la visite, mais vous serez assis, donc très confortablement. Alors d'autre part, c'était très intéressant d'avoir ces visites en amont parce qu'on a pu se rendre compte d'un certain nombre de points qu'on a pu noter. Notamment, déjà la première, c'est que c'est très difficile de distinguer des surfaces, dans certains tableaux, des surfaces qui sont vraiment constituées d'or et d'autres où c'est un rendu illusionniste par le talent des artistes. Il y avait une autre remarque que j'avais relevée de Sophie Caron, c'était sur un poinçon où elle disait que finalement le motif du poinçon apparaissait beaucoup plus clairement lorsqu'il était encrassé que lorsqu'on avait enlevé, enfin nettoyé le motif, ce qui questionne sur finalement l'intention artistique dans ces motifs qui sont très subtils. Et puis on a bien pu voir, c'était aussi l'illustration avec ce que tu montrais là, que si on veut voir une surface dorée, il faut souvent tourner soit la source de lumière, soit la position de notre regard. Enfin, dernier point qu'on a pu voir, et donc je pense qu'on va discuter aujourd'hui, ce soir, c'est les contraintes muséographiques, que ce soit en termes d'éclairage naturel ou artificiel. Alors, pour commencer, vous avez voilà, j'approche le micro, une très belle illustration. Voilà, c'est bien, le photographe c'est Elliot, et il a réussi à attraper le reflet sur le fondeur, mais on peut imaginer que s'il s'était décalé, eh bien au contraire, les fondeurs seraient complètement assombris, l'aspect du tableau serait totalement différent, et on a souvent cet aspect d'inversion des contrastes. Donc ça questionne de comment on doit mettre en valeur ces objets ou ces surfaces dorées dans un contexte muséographique. Alors, bien sûr, c'est à Aurum et donc on s'appuie sur les surfaces d'or, mais on a voulu élargir un petit peu le propos à toutes les surfaces, on va dire, réfléchissantes, métalliques, ou voire même avec des propriétés particulières de réflexion de la lumière. Et donc, en faisant avec le regard croisé de professionnels, issus de la scénographie, de la conservation et de l'éclairage. Je vais vous les présenter. Donc, j'ai commencé par Stéphanie Daniel, qui est conceptrice lumière à la fois pour le théâtre et également une spécialiste de l'éclairage muséographique. Dans l'ordre, hein. Jean-Roch Bouillet, qui est directeur des collections du musée de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine.
et qui est, ça va être le sujet de son intervention, a été commissaire de l'exposition qui, je crois, s'appelle tout simplement OR, au MUSEM en 2018. Voilà. Maëlys Chevillot est scénographe de l'agence Nathalie Crinière. Et enfin, Élodie Saladko est conceptrice lumière de l'agence ACL Conception Lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont travaillé souvent ensemble. Donc on va avoir un peu la synergie entre scénographe et concepteur lumière. Voilà pour une petite introduction. Et donc on a prévu 3 tours de table, c'est un petit peu scénarisé. On va commencer d'abord par une sélection de vos expériences respectives autour d'expositions avec des objets contenant de l'or. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter comment les questions d'éclairage ou de scénographie se sont posées et comment vous avez tenté d'y répondre? Et je vais commencer par Jean Roch pour justement l'exposition sur l'or au MUSEM. Alors, je peux passer la diapositive. Voilà, ça c'était... Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Il faut dire quelques mots effectivement sur cette exposition OR au MUSEM en 2018. Je ne suis pas le commissaire, mais un des 4 co-commissaires de cette exposition. Donc je salue de loin mes 3 autres co-commissaires. Et le scénographe de cette exposition était Pascal Rodriguez, qui a joué un rôle très essentiel dans le montage de ce projet. Je dis un mot, une anecdote pour vous réveiller, puisqu'on a dit qu'il fallait être dynamique sur la manière dont cette exposition est arrivée au MUSEM, parce que c'est quand même intéressant à connaître. Il se trouve que le président du MUSEM, Jean-François Chounier, à l'époque, a reçu la même semaine 2 projets d'exposition complètement distincts et complètement par hasard. Une sur l'or dans l'archéologie, dans les strates archéologiques, et une autre sur l'or dans l'art contemporain. Et il avait assez fermement mis les 2 au panier, jusqu'au moment où il a sorti les 2 en disant, bon, s'ils arrivent à s'entendre entre eux, on l'a fait. Et sinon, clairement, on n'aurait pas fait cette exposition. Donc le propos était vraiment de croiser nos regards, 2 archéologues et 2 plutôt spécialistes d'art contemporain, sur ce matériau. Et je vais répondre à votre question, mais le propos principal, c'était de constater qu'il y avait beaucoup de parenté entre la manière dont les plus anciens, autour de moins 3000 avant Jésus-Christ, jusqu'aux plus contemporains, pouvaient utiliser ce matériau en jouant sur évidemment ses qualités propres, hein, sa ductilité, sa capacité à se transformer, à apparaître sous une multitude d'aspects, du plus mat au plus brillant. Et surtout comment il y avait un contraste entre le vrai or, l'or du trésor, l'or qu'on thésaurise, qu'on séquestre, qu'on met de côté et qu'on met à l'abri pour préserver sa richesse, et puis tout le côté strass et paillettes de l'or qui donne l'illusion de l'or, et notamment aujourd'hui dans la publicité, dans le marketing, dans le packaging, dans tous les produits dérivés qui usent et abusent peut-être parfois de l'illusion de l'or. Donc l'enjeu de cette exposition, c'était de montrer tous ces matériaux très diversifiés, du plus original, du plus vrai, du lingot d'or jusqu'au strass et paillettes, du doré un peu kitsch. Et donc l'enjeu de l'éclairage, il était de rendre compte de cette multiplicité de matière et d'illusions qu'on veut donner à travers ce matériau. Alors je vais balayer rapidement, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, les 3 grandes parties de cette exposition. Une première partie consacrée justement à cette question du trésor, de la thésaurisation, de l'enfermement de l'or, avec ici notamment au premier plan une installation de Franck Scurti réalisée en céramique, et où le doré est à l'intérieur, donc là avec un vrai enjeu et une vraie difficulté de faire briller l'or, mais enfermé à l'intérieur de ces jarres en céramique, qui par ailleurs sont complètement mates de l'extérieur. Une deuxième partie de l'exposition autour de cette question de la fluidité de l'or, comment l'or est appelé à se transformer et à avoir une multiplicité d'aspects, et notamment avec au premier plan ici cette œuvre de Stéphanie Saadé qui avait recouvert donc une partie du plancher du MUSEM de cette matière dorée qui lui permettait de faire comme une flaque, comme
une flaque d'eau, et là aussi avec évidemment beaucoup de difficultés à éclairer cet objet. Une autre, toujours dans cette partie, non, on est déjà passé dans la troisième partie, plutôt sur l'aspect, non, on est quand même dans la deuxième, pardon, sur la fluidité et les différentes matières, notamment alchimiques, manières notamment alchimiques de transformer ce matériau, avec le pouce de César, et puis un peu plus loin, au fond, une grande sculpture en bronze doré de Johann Créten. Et puis une dernière partie sur les aspects symboliques, la relation à l'au-delà, à la mort. Ici, les reliquaires de la collection du Mucem, notamment avec le très bel oiseau doré, en bois doré, en bois et plâtre doré d'Ossip Zadkine au premier plan. Voilà, pour évoquer cette relation de l'or avec l'au-delà. Je vais peut-être passer la parole parce que j'ai déjà pas mal parlé. Mais alors du coup, peut-être un dernier mot pour vraiment répondre à votre question sur comment est-ce qu'on rend compte de toute cette multiplicité de textures, de matières, d'illusions aussi qu'on veut faire passer à travers ce matériau. La réponse est vraiment passée par le scénographe Pascal Rodriguez qui a vraiment joué non seulement des différentes possibilités de l'éclairage, mais surtout des différentes ambiances des trois grandes parties de l'exposition, avec une première salle, je vais revenir en arrière du coup, une première salle qui parlait de la thésaurisation, qui était très ouverte, très éclairée, et qui basculait dans une deuxième qu'on verra plus tard, au contraire très obscure, et où les œuvres en or ou en doré jaillissaient, sautaient aux yeux des spectateurs grâce à cette obscurité. Et puis au contraire, plus loin, des espaces beaucoup plus ouverts, avec des jeux de transparence, de porosité entre les différentes parties qui aidaient à faire percevoir par effet de comparaison les différentes matières et les différentes textures sur lesquelles on voulait jouer dans cette exposition. Merci beaucoup parce que la transition est parfaite. On va parler de scénographie avec Maëlys. Merci. Je passe le bâton. Je veux bien prêter ce micro. Oui, je vais en avoir deux. Vous allez beaucoup m'entendre. Près du micro. Alors, oui, du coup, nous, on a, pour répondre à la question, on voulait illustrer par l'exposition qu'on a faite au musée Guimet, lors des Ming. C'était en... J'ai écrit quoi 2024. J'ai déjà oublié. Donc c'est une exposition qui a eu lieu dans la petite galerie qui est à l'étage, avec notamment la rotonde qui est existante. C'est une galerie où il y a beaucoup de vitrines qui sont existantes, donc on avait cette contrainte dès le départ, parce que souvent l'éclairage, on aimerait bien pouvoir faire ce qu'on veut, et là, vu que c'était existant, on avait déjà des contraintes de base. Et on a travaillé du coup avec Elodie sur cette exposition. Heureusement, on a pu trouver des éléments pour permettre un éclairage de ces différents objets. Et on avait... Il n'y a pas une autre... Ah, c'est toi qui as avancé. Non, pardon. On avait donc des objets en début d'exposition qui ont été du coup exposés dans des vitrines cloches très ouvertes. Parce que là, vraiment, tous les objets étaient dorés. Donc, l'avantage au niveau de la scénographie, c'est qu'on avait créé une vitrine qui permettait aux visiteurs de faire tout le tour. Donc, on avait pour le coup là un visiteur qui venait se déplacer et donc avec une possibilité de voir l'ensemble des reflets de ces objets qui étaient éclairés. Et dans les salles suivantes, on avait ces grandes vitrines que vous voyez sur le côté à gauche, à droite, pour vous peut-être. À gauche, oui. Où là, du coup, on a joué, donc c'est des vitrines qui sont très hautes, et on a joué sur du graphisme en venant resserrer la vision du visiteur vraiment sur l'objet, parce qu'on était sur des tout petits objets. Et c'est vrai que là, ça a été un petit peu... ça nous a permis aussi de dissimuler le dispositif d'éclairage et de venir du coup au plus proche des objets et de travailler vraiment l'éclairage d'une certaine manière, chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si on avait conservé toute la hauteur de la vitrine, parce que sinon on ne peut pas le dissimuler, ces appareils. Et c'est vrai que nous, en tant que scénographe, on aime bien les dissimuler, tout le temps. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et la dernière partie, je te passerai la parole justement à ce moment-là, la photo que vous avez à droite, c'est des vitrines qui sont existantes et où là il y a de l'éclairage qui était
complètement existant qu'on n'a pas pu modifier avec ces réglettes Je pense qu'ils de l'ont LED. pas, nous, là, mais... Oui, c'est bon. Si, Si. c'est ça, là. Ouais, celle-ci. On voit les réglettes qui sont là. Et c'est vrai que c'est pas du tout efficace, mais Elodie en parlera mieux que moi, je pense. Oui, bonsoir. Alors pour l'ordeming, c'était un peu particulier parce que le musée Guémet avait lancé l'idée de faire une rénovation complète de l'espace. Donc on a commencé à travailler avec Maëlys dans le sens où on allait tout rénover. Donc on était heureux de... Oui. Donc on avait imaginé. Et puis en fait, les délais n'ont pas permis au musée... Enfin, nous, on n'a pas pu en alerter le musée en disant que les délais étaient un petit peu trop serrés. Donc on a utilisé l'existant. Donc l'idée de resserrer, comme disait Maëlys, dans la grande vitrine, parce qu'en plus le fond de la vitrine est très luisant. Reflectant. En fait, et avec un vieil éclairage. Et donc le resserrer. Et malheureusement, on a dû utiliser aussi ces vitrines cloches avec ces réglettes qui n'étaient pas tout à fait dimmables. Donc là, on voit pas trop. Enfin, ça aplatit l'objet. On n'a pas ce reflet qu'on va chercher dans l'or pour le rendre esthétique et lisible. Voilà. Donc c'est à ne pas faire. Voilà. Vous avez un exemple. Donc là, c'est vraiment une pas. contrainte scénographique. Et parfois, dans les musées, malheureusement, on doit vraiment utiliser l'existant. Donc, on est dans des positionnements non idéaux d'angle de lumière pour rendre justice à l'or. Laisse encore moi. Et pour l'exemple suivant, pour vous illustrer un peu ces contextes, on a choisi... Pardon. Hop là. Ou alors avec le micro. Oui, ce sera mieux. C'est Okay. plus simple parce que naturellement on parle plus proche. C'est mieux comme ça. Ouais. Donc oui, pour cette deuxième exposition, on a travaillé donc, au Musée des Arts Décoratifs. C'est l'exposition Schiaparelli. Et là, on avait une thématique dorée qui se retrouvait aussi en dehors des œuvres parce que l'or, c'est une des caractéristiques de la marque. Et du coup, il souhaitait quand même en avoir aussi dans la scénographie pour du coup venir faire un écho de la même manière où on a la couleur rose, le rose shocking qui fait partie aussi de leurs attraits, de leurs atouts. Donc c'est pour ça qu'on en a utilisé beaucoup, en plus de ce qu'il y avait déjà dans les objets. Alors on a très peu de tableaux dans cette exposition, mais en revanche on a beaucoup d'objets qui vont venir refléter et du coup des matières dorées. C'est très rarement de l'or, je vous avoue, du vrai en tout cas. Mais on va avoir les mêmes propriétés et du coup les mêmes effets. Et nous, on les a vraiment utilisés dans la scénographie pour venir mettre en valeur certains éléments. Par exemple, je ne sais pas si on voit bien, peut-être pas. Dans l'image qui est tout en haut, à droite, vous avez un petit ruban qu'on est venu ajouter en graphisme et qui fait vraiment un écho du coup à la couture. Et il était doré, donc on a joué du coup avec l'éclairage pour pouvoir l'éclairer et de venir mettre en valeur un peu à chaque fois des éléments scénographiques grâce à l'éclairage. En plus du coup évidemment des œuvres, on a aussi utilisé ce doré avec des feuilles de laiton sur les assises et sur les barres que vous voyez en bas et également sur tout l'ensemble des tranches des podiums. Donc là, j'ai demandé à Elodie de faire un travail assez extraordinaire parce qu'on a vraiment du doré partout et en même temps il fallait pas que ça prenne le pas sur les œuvres, qu'on ait vraiment une ambiance qui soit mise en place. Et donc c'est vrai ça a été un atout et en même temps une contrainte qu'on a rajoutée en plus pour l'éclairage, mais ça fonctionne très bien et c'était très beau quand même. Donc c'est vrai que c'est une question tout de suite qui a été très importante dans notre collaboration aussi pour déterminer l'éclairage. Et par exemple, donc sur la vitrine avec les bijoux, alors je crois que la photo, tu m'as dit, elle est faite avant les réglages définitifs, donc vous n'avez pas exactement le vrai rendu, c'était mieux que ça. Si tu m'expliques.
En tout cas, voilà, on avait une complexité avec cette vitrine, parce qu'on avait des objets très volumineux, avec plein de reflets, plein de matière, et en même temps un souhait d'avoir un nuage et vraiment un accrochage complet avec beaucoup d'éléments, peu de profondeur, et du coup un soclage où là nous on a demandé à ce que ce soit comme ça sur tige pour que ce soit un peu plus flottant, mais du coup ça rajoute forcément des ombres, et Elodie à chaque fois me dit qu'il faut faire des tiges plus petites, mais Je rebondis sur le soclage, effectivement, puisqu'on parle de l'éclairage de l'or en contexte muséal. Ça doit être, c'est très particulier parce que ça doit être véritablement une collaboration avec toutes les équipes, dont le soclage. Parce que là, les tiges, en fait, nous avons eu beaucoup de difficultés à... En fait, ces réglages-ci devaient durer 1 semaine, ont duré 3 semaines. Tout simplement parce que du doré sur du doré et du doré, et en séno, etc. Par chance, l'accrochage était très en retard, ce qui nous a beaucoup aidé, parce que sinon, le vernissage, on n'aurait pas eu le temps avant le vernissage d'aller jusqu'au bout. Et donc sur les tiges, sauf que cette vitrine est très étroite, les tiges font la même dimension, et que chaque objet ne reflète pas de la même manière. Donc on n'a pas la possibilité d'aller chercher le reflet qui va bien, ou on est obligé de faire un éclairage un peu uniforme pour chaque objet. Alors ça va parce que c'est du bijou, etc. Mais si c'était un peu des objets un peu plus anciens, avec une patine, il y a des objets qui n'auraient pas été très visibles. Et pour la scéno, puisqu'il ne faut pas prendre le pas sur les œuvres, alors les photographies généralement écrasent vraiment, comme vous le voyez. Enfin, en photographie, l'or ne passe pas très bien, puisqu'il enlève tous les reflets. Oui. Alors par exemple, sur ces encadrements dorés, qui est la scénographie, nous étions bien à la peine, puisque le rail n'était pas... Ils ont rajouté un plafond à la dernière minute sans nous concerter. Donc c'est bien pour ça que je parle d'une bonne coordination nécessaire. Donc j'étais bien embêtée puisque je n'avais pas les angles d'angle. Je commençais à me dire que j'allais pas y arriver. Et finalement, 2 ou 3 petits spots par encadrement qui sont quand même assez grands puisqu'ils sont à hauteur d'homme, juste par le reflet spéculaire sur la feuille d'or de laiton. Ça a permis de créer toutes sortes de reflets. On a l'impression qu'on voit totalement le cadre, à part quelques endroits. Il est devenu très visible. Mais c'est en jouant vraiment sur le reflet spéculaire, ce qui est assez magique, parce que l'or est magique, en fait. Même si... Et sur l'autre image, en fait, il y a 2 types. C'est du feuille de laiton en bas. Et en haut, c'est juste de la bombe. Et en haut, c'est juste de la bombe. Alors, la feuille de laiton, on a pu travailler. En plus, on n'est pas du tout... on a dû se mettre de chaque côté, en demandant l'autorisation du musée, à se greffer sur les rambardes, etc. Puisque sur place, on est bien obligé, parce que je précise que nous ne connaissons pas toujours bien les œuvres avant de les éclairer. Nous avons des tableurs Excel, très pixelisés, très petits. On connaît certains objets, on va se renseigner, mais parfois, on ne sent pas la vibration, on la découvre sur place. Donc on fait quelques aménagements utiles. Donc ça fonctionne bien sur la feuille de laiton, mais ça ne fonctionne pas du tout sur la bombe. La bombe dorée, du coup, elle est un peu, elle passe en second plan, alors que c'est le titre de l'expo. Voilà. Donc on le voit quand même. Le reflet est différent. Mais le reflet est différent. Je sais pas, je crois que la suite. Ah oui, c'est toujours. Alors, vous avez bien compris qu'en fait, la vision du spectateur en fait dépend du jeu d'angle entre la position de la lumière
l'orientation de l'objet et la position de l'œil. Il y a différents types d'objets en or, et j'ai voulu commencer par, alors ça c'est un objet de l'or d'Hemming, par un objet c'est de l'or ciselé, ce qui est beaucoup plus facile à éclairer. Je commence par le plus facile, parce que cet or n'est pas poli, donc n'est pas réfléchissant, ne donne pas l'effet miroir. Donc c'est plus simple à éclairer. Alors ça c'est une vidéo logiquement. Alors, je vous laisse là, vous avez un exemple très concret du reflet qui suit l'œil du visiteur, enfin l'œil humain. Et sur de l'or ciselé, à certains moments, on ne voit pas du tout le motif. Donc il faut vraiment travailler, parce que quand nous sommes arrivés, cet objet est au musée du Gévaudan à Mende, quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas vu le motif, ni dans les tableurs Excel, formidable. Donc on a créé un éclairage un peu spécifique pour pouvoir voir le dessin, en fait. Alors là, il s'agit de la coupole du crématorium du Père-Lachaise. Et j'ai voulu le montrer parce qu'il suffit d'un petit spot pour éclairer une partie dorée de la mosaïque pour rendre l'or surnaturel et magique. Puisque ça donne la sensation que l'or, en fait, est beaucoup plus éclairé que son environnement qui paraît plus sombre. Pour moi, l'or, c'est magique aussi pour ça. Ça paraît toujours plus éclairé que l'environnement. Merci. Et donc, je passe la parole à Stéphanie pour son retour d'expérience. Bonsoir. Bonsoir. Donc là, je vais vous parler d'une de mes premières expositions au Puy-en-Velay, c'était le Trésor. Et donc, c'était dans une salle patrimoniale avec beaucoup de contraintes techniques. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Enfin, fallait vraiment... Il y a eu les architectes de France qui sont venus. Enfin, donc, on a décidé avec la décoratrice, enfin la scénographe Loretta Gaitis, donc d'essayer que tout l'éclairage soit le plus possible intégré dans les vitrines ou dans le mobilier qu'elle allait créer. Et donc on a juste mis des projecteurs donc sur les arches pour éclairer l'architecture. Et après, il y a eu vraiment deux éclairages différents. Il y a eu l'éclairage de l'architecture et l'éclairage des œuvres. Et donc les œuvres, c'était beaucoup de chasubles, de petits des objets liturgiques, et avec toutes les chasubles avaient été tissées en or, et donc on s'est rendu compte très vite que l'or, quand il est tissé, le meilleur éclairage c'est en rasant, pour essayer pour faire ressortir un peu tout le côté doré et la fibre et l'or. Donc on a installé des petits projecteurs à l'intérieur de chaque vitrine, et on a éclairé en rasant, en faisant attention évidemment au nombre de luxe pour la conservation, parce que c'est du textile, donc c'est assez fragile. Et par contre là, dans les autres vitrines où il y a des objets, donc là on a vraiment pu ne pas diffuser, parce que autant oui, dans les vitrines où il y a les chasubles, on a vraiment beaucoup diffusé. Enfin, c'était un éclairage direct, mais diffusé, pour qu'il n'y ait pas trop d'impact. Par contre, dans l'autre vitrine où il y a les objets, là où on a moins diffusé, et l'éclairage est beaucoup plus directionnel pour vraiment mettre en valeur. Et donc, les angles ont été choisis sur place. On s'était un peu improvisé. On regardait ce qui fonctionnait le mieux avec la conservatrice. Donc voilà, donc ça c'était le Puy-en-Velay. C'est là ou donc là c'est toujours le Puy-en-Velay, donc pour montrer deux autres photos, deux autres angles de vue. Donc il y avait des grandes
des grandes vitrines tables avec des tiroirs, parce que comme ces chasubles étaient encore plus fragiles que les autres, donc elles étaient dans les tiroirs avec un éclairage qui s'éclairait comme chez Ikea. Et ça marche un peu moins bien qu'Ikea, je dois vous dire. C'était un petit peu compliqué. Donc voilà, donc il y a aussi des tableaux et puis tous ces objets. Voilà. Eh bien, merci pour ce premier tour de table. On passe au deuxième sur les questions, je pense, qui vont vous intéresser beaucoup le public. C'est la mise en pratique, donc les trucs à savoir, les savoir-faire. Et donc, à la fois sur les solutions pratiques, techniques ou scénographiques. Et je commence par l'éclairage. Sur les aspects dispositifs fixes ou dynamiques, on l'a vu, des exemples, les questions de lumière naturelle ou artificielle, des effets directionnels ou un éclairage diffus, enfin voilà, de ce type de questions. Et on va commencer par Élodie, parce que j'ai beaucoup aimé l'exemple assez frappant là, qui suit. Oui, alors il s'agit de la Muse endormie de Brancusi, que nous avons éclairée au musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition Oublié Rodin. Et on parlait justement de lumière diffuse ou lumière directionnelle alors je vais vous expliquer. Donc ici vous voyez le visage sans reflet, etc. Parce que c'est un photographe qui l'a pris en photo en créant un igloo avec un éclairage diffus tout autour. Et cette photo est dédiée à l'édition. Mais lorsque nous nous retrouvons dans un musée avec la même sculpture, c'est pas tout à fait la même chose, puisque nous sommes contraints. Là, elle était dans une vitrine cloche, donc pas d'éclairage intégré, donc de l'éclairage depuis le plafond. Donc là, on commence à essayer des choses, et comme vous pouvez le constater, nous détruisons l'œuvre. Et il a fallu vraiment travailler à chercher un angle. Je vous montre, l'œuvre ne raconte pas du tout la même chose selon où on se positionne en la regardant. On a fini par s'en tirer pas trop mal, c'est la dernière photo en bas, mais comme c'est de l'or poli, cet or en fait reflète, ça fait comme un miroir. Donc on peut voir qu'on voit tout le plafond sur le front de la sculpture, et ça on ne peut pas y échapper. Il aurait fallu travailler en amont, créer un mobilier scénographique spécifique pour ne pas avoir ces contraintes. Du coup, là, il s'agit de l'exposition Chrétien d'Orient à Lima. Et là, du coup, on a créé avec la scénographe, des vitrines permettant une lumière diffuse sur les œuvres afin de ne pas avoir cet effet miroir, parce que non seulement tout reflète, et en plus on voit même le projecteur qui éclaire l'objet lui-même. Donc un éclairage diffus permet d'éviter cet effet miroir. Donc là, diffus par le haut, par le bas ou sur les côtés. Alors c'est pas de l'or ici, mais quand vous avez ce type d'objet, c'est très difficile de l'éclairer en directionnel. Donc nous avons mis des bandes lumineuses latérales pour éviter... ça n'évite pas les reflets, mais ça évite le côté miroir du métal poli en fait. Donc c'est une des solutions d'éclairage. Merci pour ces conseils pratiques. Et donc, notre conceptrice lumière, Stéphanie. Donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Donc, c'était à la Galerie de la Minéralogie. Mais qu'est-ce que c'est comme pierre? Savez-vous? C'est une météorite. Et donc, là, il y a eu deux systèmes d'éclairage.
un double éclairage, parce que justement, il y avait des reflets des reflets dorés. Donc, on a éclairé de face, mais on l'a aussi éclairé en rétroéclairage, parce que on voit bien qu'il y a, voilà, il y a vraiment ce côté doré. Donc, ce qui était étonnant, c'est que quand on a commencé à l'éclairer, on savait qu'il fallait l'éclairer en rétroéclairage. Ça, c'était le conservateur qui nous avait conseillé de le faire. Mais quand on a commencé à l'éclairer, on s'est rendu compte que on ne voyait que le rétroéclairage et qu'on ne voyait absolument pas la matière. Donc, on a sur place rajouté un éclairage à l'intérieur de la vitrine pour pouvoir éclairer. Et c'est un savant équilibre entre les deux qui fait qu'on a l'impression que c'est en or, alors que c'est pas du tout ça. Donc c'est toujours à la Galerie de la Minéralogie. Et vraiment, je vous conseille d'y aller parce qu'il y a des spécimens vraiment magnifiques. Quand on a commencé cette exposition, on s'est dit une exposition de cailloux, ça va pas être très passionnant. Et au contraire, c'était vraiment. Et on se demande même, c'est étonnant comme c'est vraiment des choses qu'on trouve dans la nature. C'est absolument pas. Ces deux pierres ne sont pas polies, n'ont pas été travaillées par l'homme, elles ont été trouvées comme ça. Donc c'est quand même assez. Donc là, ce sont des pyrites et là donc on voit les reflets au-dessus et pareil suivant l'angle où on se situe, vraiment les pierres, les spécimens ressortent différemment. C'est toujours la Galerie de la Minéralogie. Où là, c'est la première fois que cette expérience et on a fait l'éclairage avant même que la scénographie soit faite. Ce sont nous qui avons dit voilà, on a avec le conservateur, on a choisi plusieurs pièces parce qu'il y avait beaucoup de spécimens qu'on devait éclairer par en dessous, par derrière. Enfin, vraiment, il y avait plein de vitrines comme ça différentes avec des thèmes différentes, dont celle-là qui était la vitrine de l'or. Et on a fait plusieurs tests, on avait choisi le matériel et quand la scénographie, quand le scénographe a été choisi, on lui a remis nos contraintes techniques et donc le scénographe a dû faire une vitrine en fonction des contraintes pour intégrer l'éclairage parce que c'est quand même physique un éclairage, même si maintenant avec la LED c'est vraiment tout petit, il faut quand même un encombrement, des passages de câbles. Donc ça, c'est vraiment la première fois où c'est l'éclairage qui a commencé le projet et après le scénographe s'est adapté, alors que d'habitude, c'est un peu l'inverse. Malheureusement, c'est un peu l'inverse. Et donc, voilà. Et donc, il y a des petits projecteurs qui sont donc sous chaque tablette. C'est pour ça qu'elles sont un peu épaisses. C'était pour justement intégrer tous les projecteurs. Et là, donc, c'est une vitrine où il y a plein de types d'or. Je ne sais pas si vous voyez, mais or. Voilà, c'est vraiment. Il y a plein de types d'or différents. Et c'est encore une fois, je redis, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont trouvé dans la nature et pas travaillé. Et c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà. Merci. Donc vous avez compris qu'il faut une bonne synergie entre les éclairagistes et les scénographes. Donc j'ai quand même distingué les deux là pour cette partie-là. Et donc en muséographie, comment mettons en valeur l'or dans l'espace, la gestion des reflets, la place du spectateur, les différences lorsque c'est en vitrine ou sur Simèse. Et voilà, quels sont vos partis pris? Je vais donner la parole à Malice. Donc oui, en effet, il y a besoin, je rebondis à ce qui était dit juste avant, besoin d'une vraie synergie. Parfois, c'est pas toujours possible parce qu'en effet, on ne travaille pas dans les bons timings. On essaie de faire au mieux, mais c'est pas toujours facile. Vous le verrez du coup dans les différentes références qu'on montre ce soir, notamment pour nous. Moi, je travaille pour l'agence Nathalie Crinière et on aime beaucoup le miroir, on en met beaucoup dans nos expositions. Elodie est toujours en panique, mais en tout cas, c'est un élément qui nous permet de venir travailler l'espace et de créer des réelles atmosphères. Là, vous le voyez du coup, sur l'exposition Iris Van Herpen qu'on a faite au Musée des Arts Décoratifs, où vraiment le miroir nous a permis de créer une mise à distance intuitive pour le visiteur. On avait des podiums. Normalement, on ne devait pas avoir de podium. On nous a dit il faut des podiums. On a dit ok, on en fait des 4 cm.
Ça ne se fait jamais normalement, parce que c'est censé justement par cette hauteur mettre à distance. Et là, on a trouvé une solution en rajoutant donc cette zone de miroir. Quand on venait s'approcher, d'instinct, on n'avançait pas plus, parce qu'il y a un reflet, il y a quelque chose qui se passe, on est attiré, on regarde au sol, on se rend compte qu'il ne faut pas marcher, qu'il ne faut pas avancer. Les cartels aussi nous permettaient ça, on les a surélevés, déjà pour une lisibilité, et ensuite pour venir renforcer ce côté mise à distance. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que la créatrice, elle a un univers assez particulier, parfois très coloré, parfois avec des matières. Elle a une recherche sur les matières qui est vraiment très intéressante. Et donc nous, avec ce miroir, on venait donner encore un autre point de vue sur son travail, en venant justement complètement changer un petit peu la visibilité et le point de vue. Et notamment dans la dernière salle, la salle noire, on a accroché des mannequins au plafond et au mur. L'idée, c'était vraiment de faire un écho à l'univers. Elle a toute une réflexion là-dessus. On avait aussi cette œuvre assez incroyable qui était faite de différents morceaux de verre en loupe. Donc on avait vraiment tout ce travail-là déjà sur le reflet qui était très présent dans les œuvres et qu'on est venu un peu renforcer grâce à la scénographie et créer vraiment un univers particulier. Et on venait du coup sur certaines œuvres rajouter aussi, jouer avec ces reflets. C'est que c'était assez intéressant en fait d'avoir ces différents points de vue qui étaient donnés par la scénographie, parce que la plupart du temps tous nos podiums étaient arrondis, donc on pouvait vraiment se promener autour des œuvres, qu'on avait une visibilité et différents points de vue et donc une vision des différentes pièces. On pouvait vraiment sentir la matière qui était présentée et il y avait beaucoup de matière de reflets, mais in fine ça fonctionnait très bien. Et on le voit aussi la différence entre les salles noires, ce qui a été dit tout à l'heure, et les salles blanches. Il y a une vraie différence en termes de mise en valeur de certaines pièces, et donc on voit dans les salles noires il y a quand même une luminescence un peu plus forte, et c'est toujours renforcé par l'éclairage. Sur cette slide-là, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de miroirs, là, ça va. C'est la galerie Dior qu'on a réalisée, qui est un espace permanent. On a travaillé avec Elodie là-bas. Ah bah, j'ai pris les photos qu'ils nous ont données. Hein. Ce sont censées être des belles photos. Mais on a un espace dédié à J'adore, évidemment avec beaucoup d'or. Et comme il n'y avait pas assez d'or dans les pièces proposées, on en a rajouté partout dans la scéno. Donc le sol, c'est de l'or, les murs, c'est de l'or, le plafond, c'est des... C'est un ciel étoilé, oui. Merveilleux, il est magique, on ne va pas dire ce que c'est. Oui, c'est vrai qu'il y a le sol aussi qui est étoilé également. On en a mis partout. Voilà, il fallait que ça brille, il fallait que ça soit... donc là, c'est la scénographie qu'on a rajoutée et l'éclairage qui est venu sauver l'ensemble. Et après, j'ai voulu quand même montrer le cabinet, mais je te laisserai la parole là-dessus, où là, il y avait des complexités un peu plus... c'est un peu différent. Ça te fait rire. On voit encore la différence entre une lumière directe sur l'image d'en haut et une lumière diffuse sur les parfums. Dans la vitrine à droite, en fait, on ne le voit pas très bien, mais ce sont des objets dorés ou du textile avec beaucoup de fils dorés. Et là, nous sommes dans des toutes petites cases avec des mini projecteurs qui font la taille de mon pouce pour accentuer, pour faire briller. Et alors là, c'est heureux parce que c'est essentiellement du bijou. Donc le bijou, ça marche toujours très très bien. Mais le problème qui se pose, c'est la gestion des ombres de l'objet. Et ça crée une contrainte supplémentaire. Parfois, on avait envie d'éclairer un objet pour l'objet d'une façon, mais ça projetait son ombre vraiment au fond de la vitrine, par exemple, et là, c'était pas possible, c'était disgracieux. Donc, il fallait toujours jongler entre ces deux, l'idéal et la contrainte des ombres, etc.
Et pour le coup, j'avais les socleurs dans la salle, donc à chaque fois, je leur demandais de réduire ou de rallonger les tiges, ce qui a beaucoup aidé aussi à l'éclairage, parce que c'est un travail véritablement d'équipe. Du coup, Eh bien, on retourne au MUSEM en 2018. Retour au MUSEM, peut-être sur quelques autocritiques par rapport à cette exposition Or. Ici, c'est une grande œuvre assez monumentale de Gilles Barbier qui représente une image de trésor. C'est une œuvre, ça se voit peut-être pas forcément à l'écran, mais qui est entièrement réalisée à l'aquarelle. Alors, multiplicité de difficultés avec une œuvre comme celle-là. D'abord, l'aquarelle, c'est quand même fragile, donc on n'est pas supposé éclairer à plus que 50 lux. Je pense qu'on a complètement explosé le nombre de lux, en l'occurrence ici. C'était des grands papiers, mais encadrés sous verre, donc avec les reflets qui vont avec. Mais malgré tout, j'ai le souvenir que c'était l'œuvre d'accueil de l'exposition et elle en mettait quand même vraiment plein les yeux, alors que c'était vraiment tout entièrement de l'illusion. Peut-être autocritique plus grande pour cette deuxième salle de l'exposition. Je vous disais qu'il y avait un fort contraste dans le début du parcours entre la première salle très, très ouverte, très éclairée, très blanche, très lumineuse, et cette deuxième complètement plongée dans le noir. Vous en avez parlé d'ailleurs, je pense que c'est un des ressorts assez classiques pour montrer des objets en or. Alors on est peut-être les responsables des tableaux Excel avec des vignettes pixelisées, mais je pense qu'on est aussi parfois les victimes de ces jeux de choix qu'on fait parfois uniquement sur photo et sans avoir vu les œuvres. Ici on avait voulu jouer à être un peu malin et à confronter cette chaîne dorée très bling bling à droite de Thomas Hirschhorn, qui est en fait un collier de rappeur avec le logo de CNN, la chaîne de télévision américaine, avec en face à gauche un service AT doré de Martine Abaléa, et surtout un très précieux collier de la Toison d'Or qui venait du château de Fontainebleau, avec un convoyeur, tout ça très, très, très attentif à son objet, et qui s'est retrouvé face à cette confrontation quand même un peu violente, où en fait le côté très clinquant, très bling-bling de l'œuvre de Thomas Hirschhorn, qui était vraiment faite en papier doré, écrasait absolument tout le reste, et où, je pense que là, si on avait peut-être réfléchi autrement ou vu les objets auparavant, on n'aurait peut-être pas fait ces choix de confrontation. Autre difficulté, cette volonté, comme je vous l'ai dit, de confronter des objets de provenance assez différente. Alors là, on est dans une vitrine avec des objets de nature très, très diverses, et notamment au premier plan, ces mains en plâtre doré, enfin plutôt bronziné plus exactement, qui sont les mains d'Edith Piaf, donc une vraie relique telle que le MUSEM peut en conserver, mais avec un état de dégradation de la bronzine quand même assez épouvantable, ce qui fait que ça avait vraiment un côté très très squelettique, et très glauque et très morbide, confronté à des objets archéologiques qui, eux, au contraire, étaient des vraies reliques très précieuses là aussi, et provenant d'époques beaucoup plus anciennes. Donc voilà, avec ces difficultés à faire coexister comme ça des choses qui... Enfin, c'était le jeu, hein, donc on a assumé aussi ces jeux de confrontation, mais je pense que pour les scénographes et pour les éclairagistes, c'était quand même pas simple de nous suivre complètement dans ce délire parfois un peu fou. Et puis, dernier exemple, cette image, on va parler de Dior à nouveau. Dior qui était le mécène de cette exposition. Ça nous a valu quelques critiques d'avoir un mécène aussi présent dans notre choix d'œuvre. Mais bon, ça aussi, on a assumé, je crois, parce qu'on voulait aussi parler de cette dimension symbolique de l'or, y compris chez un grand couturier comme Dior. Et donc, nous aussi, on a joué sur cette confrontation entre comme vous le voyez, des modèles de robes avec du fil d'or, du vrai fil d'or, des petits
modèle de robe en miniature et puis des flacons, donc là aussi avec des textures évidemment très, très différentes. Tout ça confronté à d'autres objets dans la salle. Vous voyez à gauche un tableau réalisé par un artiste contemporain qui s'appelle Christian Eckart, qui réalise lui de la vraie dorure à la feuille d'or sur du bois, donc avec une matière au contraire extrêmement noble et un savoir-faire ancestral tout à fait louable. Voilà, qui se retrouvait confronté ici peut-être à des objets un peu plus commerciaux ou plus, plus dans l'ordre de la publicité. Donc tout ça a été parfois peut-être un peu difficile à faire coexister dans les mêmes espaces. Et voilà, je pense que vos collègues ont dû à certains moments s'arracher un petit peu les cheveux. Merci beaucoup. Je vous laisse le micro, parce que vous allez de nouveau intervenir avec ce troisième tour qui va être difficile, puisqu'il va falloir se projeter un petit peu et se poser la question qu'est-ce qui devient aujourd'hui possible qui ne l'était pas il y a 5-10 ans. Et puis, je ne sais pas, on peut questionner par exemple les possibilités d'éclairage dynamique, on en a vu quelques exemples, ou aussi peut-être avoir recours à la réalité virtuelle ou d'autres aspects là, qui vous inspirent. Comment fait-on demain ? Alors, moi, je ne vais pas vraiment répondre directement à cette question, mais ma réponse pour les perspectives, c'est en m'appuyant là aussi sur l'expérience de l'exposition. Or, la commande à des artistes contemporains, la confiance dans la création contemporaine et dans la capacité des artistes à nous surprendre. Je vous montre ici une des œuvres créées spécialement pour l'exposition en 2018 au Mucem, une commande confiée à Jérémy Setton, un artiste marseillais qui est justement spécialisé dans les illusions d'optique et qui a réalisé ce totem. Vous devinez bien au centre ce triangle doré qui était réalisé à gauche avec de la feuille d'or, là aussi traditionnellement avec du vrai or et voilà tout ce qu'il faut qui va bien pour valoriser ce matériau extrêmement précieux, et à droite au contraire réalisé avec une technique de trattaggio comme s'il était un restaurateur. Il se trouve qu'il a fait des études de restauration avant de devenir complètement artiste, et donc qui a joué sur cette sculpture avec son double savoir-faire de créateur avec du vrai or et de restaurateur avec du trattaggio qui imite l'or. Et évidemment, son savoir-faire va plus loin et va dans le jeu subtil de l'éclairage de ce totem, au point que quand on est spectateur, on ne voit vraiment pas de différence entre le vrai or et le faux or. Évidemment, c'était sur ce jeu de contraste entre ces deux matières très différentes qu'il a voulu jouer. Mais voilà, alors c'est ma réponse en forme de pirouette à cette question, comment faire confiance aux artistes. Et deuxième exemple de confiance aux artistes, oui, ça c'est une vue de la même œuvre de Jérémy Setton avec un peu plus de recul. Le deuxième exemple de commande passée à des artistes dans le cadre de cette exposition, un duo d'artistes marseillais aussi, on était très locaux dans nos choix. Gaetan and Miles, des artistes britanniques mais qui sont installés à Marseille depuis longtemps et qui ont fait le choix, eux, d'aller acheter du vrai or au Mont-de-Piété, oui, au Mont-de-Piété, là où on vient déposer des objets précieux, et puis parfois on n'a pas les moyens de les récupérer, donc il y a des ventes aux enchères qui sont régulièrement organisées, donc ils ont consacré l'entièreté de leur indemnité d'artiste, enfin de leurs honoraires de création, à l'achat de bijoux en or achetés au Mont-de-Piété, autour desquels ils ont mené une enquête pour essayer de retrouver les anciens propriétaires, et donc en fait tout leur travail a été de créer ces petites boîtes en plexiglas dans lesquelles il y avait ce petit objet, ce petit bijou en or avec une photo que vous devinez en fond de vitrine. Et puis surtout à droite, la narration de l'histoire de cet objet par la personne qui l'avait déposé au Mont-de-Piété et n'avait pas pu le récupérer. L'histoire se termine bien au sens où les artistes à la fin faisaient don du bijou à la personne qui n'avait pas pu le racheter. Mais donc tout un jeu assez... Alors là c'est un peu conceptuel, et je suis peut-être un peu loin de votre question, j'en suis désolé, mais
pour dire que voilà, les artistes sont quand même les mieux placés, je crois, pour jouer avec toutes ces subtilités de ce matériau et pour les faire se confronter, dialoguer avec une scénographie. Et voilà, moi, c'est un peu ce que je retiens, en tout cas, de cette expérience. Et ah oui, on voit mieux sur la photo suivante, pardon. Voilà, on comprend un petit peu mieux, là, le dispositif, avec le bijou en or dans la boîte en plexiglas, le cyanotype bleu au fond de la boîte en plexiglas, et puis la narration sur l'histoire de cet objet en rouge à côté. Stéphanie, voilà pour prospective ou perspective. Je ne vais pas répondre vraiment à la question, j'avais pas vraiment compris. Donc, mais là voilà, donc, ça c'est quand même une photo à l'Opéra Garnier sur l'exposition sur Molière en musique. Et donc c'était une petite niche. Bon, j'ai pas de vidéo, mais c'était une petite niche. Et donc c'était donc des costumes de théâtre, enfin d'opéra. Et on avait fait une petite animation pour montrer un petit peu, voilà, une animation où la lumière avait des variations sur les costumes et sur le tulle qui était au fond, qui était en fond de décor. Donc c'était une petite animation pour rendre un petit peu l'exposition un peu plus dynamique et puis surtout pour que la conservation soit respectée. Parce qu'on s'était rendu compte que c'était plus intéressant le théâtre, l'opéra, que à chaque fois les costumes sont quand même beaucoup plus éclairés. Donc c'était dommage de les éclairer assez faiblement. Donc on avait fait une petite programmation pour que à des moments un morceau du costume soit plus éclairé qu'un autre. Et on avait fait une sorte un peu théorique comme ça de calcul pour qu'il y ait une moyenne à chaque fois entre 60 et 70 lux suivant les endroits où c'était éclairé. Mais bon, c'était un peu théorique, je reconnais. Et puis, alors, la deuxième photo, là, c'est au château de Chantilly. Donc, ça ne répond pas du tout, je suis désolée aux questions. C'est l'or n'est pas toujours simple, enfin, n'est pas toujours, comment dire, on aimerait aussi, de temps en temps éviter d'éclairer les cadres quand ils sont vraiment très saillants. Et donc, voilà. Donc ça, on a refait l'éclairage de plusieurs salles du château de Chantilly. Et voilà. Donc je ne sais plus pourquoi j'ai mis cette photo parce que ça ne répond pas du tout à la question. Mais voilà. Et je crois que c'était une autre. Alors vous êtes libre de ne pas répondre à la question et on donne la parole à Élodie. Ah oui, alors avant de passer à cette image, j'étais en train pour répondre à la question et notamment sur l'éclairage piloté. Nous l'avons fait qu'une seule fois. Tout simplement parce qu'il y avait un endroit, je ne citerai pas de nom, avec beaucoup de dorures, d'objets en or, qui réfléchissaient la lumière considérablement. Et on m'a demandé d'en faire un spot Instagram. Parce que, comme vous le savez, dans le contexte muséal, parfois on nous demande des spots Instagram, surtout quand il y a du doré et qu'il y a des influenceuses qui viennent se prendre en photo. Voilà, donc on avait imaginé un petit scénario qui permettait d'offrir une lumière du jour via une petite verrière créée complètement artificielle pour rendre un éclairage diffus, ce qui permettait aux influenceuses de se photographier et d'attendre patiemment que le scénario puisse repasser la boucle si elles rataient leurs photos. Ça, c'était la contrainte pour celles et ceux qui se... Ça ne répond pas à la question puisque c'est une nouvelle contrainte, mais ça participe aussi dans le monde dans lequel nous vivons et ce que représente l'or aussi dans l'esprit de certaines personnes. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de visiteurs quand les expositions ont de l'art contemporain avec de l'or. Voilà, c'est peut-être pour ça que tu mets plein de dorés dans... Ouais, toujours. Mais je plaisante avec Maëlys, mais c'est vrai qu'elle a pris le parti de quand il y a beaucoup de dorés d'en rajouter. Donc dans la scénographie, plutôt qu'essayer d'avoir une scénographie neutre, du coup ça a créé du sentiment, du reflet un peu partout, et ça rend les expositions et la narration vivante. C'est ce que, même si je
râle. Je ne râle pas, j'y vais, donc je dis oui. Donc c'est pour cette raison-là. Donc voilà. Alors, comme Stéphanie, j'ai mis une photo. En fait, ce sont des icônes et les objets en 2 dimensions avec de l'or sont pour moi les plus difficiles à éclairer, puisque on a parfois du mal à avoir l'angle idéal pour faire ressortir un reflet, pour rendre, et c'est le cas surtout, le cas des icônes est probant. Donc peut-être que désormais il faudrait vraiment créer un dispositif, imposer un minimum un dispositif de lumière diffuse par exemple de chaque côté, et d'aller accentuer des parties des tableaux d'un peu plus loin, etc., d'une manière très serrée pour faire vivre soit la dorure en fond, ou parfois on ne voit pas des parties dorées dans certains tableaux. Et ça, il faut prendre le temps d'avoir une lumière additionnelle et le prévoir systématiquement. Donc, voilà, c'est encore à moi. Et oui, alors il s'agit de la basilique Saint-Marc à Venise, qu'on appelle la basilique d'or, puisqu'il y a de l'or absolument partout. Et je l'ai visité encore une fois en mai dernier, donc là j'étais visite. Et je me suis dit, j'aurais fait comment? On a tendance à éclairer, à vouloir être trop muséal, donc à éclairer vraiment les voûtes, etc., les accentuer. Et là je me suis dit, ça fonctionne parce que l'éclairage est fait avec l'histoire du lieu, c'est-à-dire on n'éclairait pas du tout les basiliques byzantines avec un éclairage vers le haut, mais toujours un éclairage vers le bas. Et utiliser des luminaires... Oups. Des luminaires qui rentrent dans le contexte patrimonial, et on voit bien que j'ai pris sur cet angle-ci parce qu'on y voit des projecteurs ajoutés à l'intérieur, donc complètement dissimulés. Et je pense que rendre la lumière invisible quand il y a vraiment un bâtiment de cet ordre-là, donc ça recrée de la magie. Donc il faut repenser l'histoire des objets et des lieux. On va rester dans la basilique Saint-Marc. Il s'agit d'un retable avec... voilà. Il y a 2 projecteurs de chaque côté, quasiment en face, donc on ne voit rien. C'est quand même... il y a plein de scénettes avec des petits panneaux émaillés, des pierres précieuses, etc. Et en fait... parce que les Vénitiens ont voulu... j'ai un peu du mal, pardon, mais ils ont retourné le retable qui était dans le sens de l'entrée, tout ça pour recréer une billetterie, pour le voir. Mais sauf qu'il n'y a pas de recul, et sur un objet aussi assez immense, et avec des pierres, de l'or, etc., avec 2 spots qui ressemblent à des spots pour chantier, eh bien, nous payons 5 € supplémentaires pour ne rien voir. Et là, c'est un... Il y a une vitre. Il y a une vitre. On voit la fenêtre. Et on voit, et du coup, la vitre n'a pas été traitée. Et on voit tout. Enfin, ça, c'est vraiment un contre-exemple. Et de réfléchir vraiment aux objets, sur les objets en eux-mêmes. Merci. On termine avec Maëlys, qui répond à la question qu'elle souhaite. Non, mais après, je pense qu'on l'a un peu tous évoqué dans nos différentes prises de parole, mais je pense qu'il y a une solution aussi, serait peut-être pouvoir voir certaines œuvres en amont. Ça pourrait tous nous aider. Mais après, c'est pareil, c'est toujours des questions de planning, d'organisation. On n'a pas toujours le temps de faire de prêts, exactement. Certains prêts ne sont pas forcément disponibles
pendant qu'on est en train de faire la scénographie, je ne sais pas si tout le monde a en tête, mais les expositions, en tout cas le moment où l'équipe de scénographie, éclairage, graphisme, on arrive, ça peut être entre 1 an et 2 ans avant l'ouverture de l'exposition. Quand tout va bien, des fois c'est 6 mois, c'est un petit peu plus compliqué. Et dans ce laps de temps, on a toute la partie de conception de l'exposition à faire, qui comprend beaucoup de séances de travail avec les commissaires et les conservateurs. Et après, il y a toute la phase de fabrication. Donc en réalité, on a très peu de temps, ça va très très vite. Donc c'est vrai que peut-être repenser certains plannings parfois pour des expositions très particulières qui ont vraiment un besoin d'être attentifs à certaines œuvres, ça pourrait être intéressant. Ou peut-être repousser certains éléments pour se dire qu'on va voir les œuvres d'abord avant de dessiner la scénographie et l'éclairage. Ça pourrait être une solution. Après, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de contraintes souvent imposées par les lieux. Encore plus aujourd'hui, on nous demande ce qui est normal avec les budgets qu'on peut avoir, mais également toute la question de l'environnement où on réutilise énormément. Il y a peu de rachats, il y a beaucoup de parcs d'éclairage qui sont existants dans les musées où on nous demande de les utiliser. C'est très bien pour beaucoup de raisons, et pour d'autres, des fois, ça peut être plus contraignant. Donc c'est vrai que là, il y a forcément des contraintes qui ne nous permettront jamais de faire quelque chose d'optimal tout le temps. Ce ne sera pas possible. On fait toujours au mieux, on travaille tous ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe commun. Et du coup, je voulais finir sur le musée Carnavalet, sur lequel on a travaillé aussi avec Elodie, où il y a beaucoup de typologies d'œuvres. C'est un musée qui fait 4000 m², je vous le conseille, c'est gratuit. Il y a beaucoup de choses à voir et on avait des typologies vraiment... Enfin, il y avait de tout. Et on a un étage avec des décors patrimoniaux où on a fait des choix d'éclairage, parfois dictés par plus le bâtiment aussi. Mais il y a beaucoup d'éclairage de lumière naturelle, donc toujours traité bien sûr au niveau des fenêtres pour ce qui est luxe, UV et tout ça, mais on a quand même beaucoup de lumière naturelle et c'est vrai que dans certains espaces ça fonctionne. On se rend compte que voilà, un éclairage diffus pour des ambiances, ça peut être vraiment quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et il y a toujours une mise en valeur quand même de certains éléments. Je pense notamment au grand tableau que vous avez en haut à gauche, où là, déjà le tableau est magnifique, il a une lumière interne qui est vraiment formidable, et juste en venant surélever un peu par l'éclairage cette lumière, il a un rendu même en plein jour qui est assez fou. On ne se rend pas compte, c'est l'hôtel de ville, c'est vraiment magnifique. Et après, sinon, dans ce musée, on a aussi par exemple, sur ce décor-là, c'est une toute petite pièce qui est au premier étage, où là, on nous a demandé de boucher les fenêtres. C'est un décor qui est très ancien, très fragile, qui a été restauré. Et du coup, on a pris le parti. Alors là, sur la photo, c'est un peu surexposé, c'est beaucoup moins lumineux en réalité. Mais donc cette fenêtre que vous avez sur la droite, c'est une fausse fenêtre qu'on a recréée, où du coup, on peut complètement gérer l'éclairage. Il y avait un petit placard technique derrière qu'on a utilisé. Et on est venu du coup donner l'éclairage qu'on souhaitait. Et on a rajouté également des petits candélabres sur le côté. Donc ça donne aussi une autre atmosphère, et ça peut rappeler du coup un éclairage qu'il pouvait y avoir, même s'il n'y a pas d'électricité, mais en tout cas voilà, un éclairage un peu plus chaud et peut-être moins précis. Ça donne une autre vision des décors, une autre vision des dorures qu'il peut y avoir sur les décors. Donc ça peut être aussi des réponses, comme tu disais, retourner à ce qui se faisait à une certaine époque. Et sinon, dernier exemple de ce que vous avez fait à Carnavalet qui fonctionne très très bien, je trouve, au sous-sol, où pareil, on avait beaucoup de contraintes d'éclairage. La salle s'appelle la cave aux squelettes. On a vraiment trouvé des squelettes, mais surtout elle est très voûtée. Alors là, il n'y a pas de question de dorure, mais je trouvais la question intéressante, où on a traité les petites fenêtres qui sont tout en haut, qui normalement sont au ras du sol et vraiment pas utiles pour l'éclairage. Là, on est venu créer un faux éclairage de jour et de nuit, où en fait la lumière au fur et à mesure de la journée évolue en fonction de la lumière extérieure. Donc il y a vraiment une évolution comme ça, on le sent quand on visite, et même s'il faudrait y passer une journée, mais
Mais c'est pareil, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui donne une autre vision de l'espace et des œuvres qui sont présentées. Merci beaucoup, merci pour tous vos exemples très riches, très variés. Et on a le temps pour des questions, des commentaires, parce que vous avez aussi beaucoup d'expérience. Donc, si vous avez des questions... Ah, voilà. Moi, je peux faire la première question. Déjà, merci beaucoup. C'était absolument passionnant. Moi, j'avais une question concernant, enfin, même deux, l'éclairage des tableaux. Parce que vous avez beaucoup parlé de la question de l'orientation de la lumière, est-ce qu'on est sur une lumière directe ou une lumière diffuse, mais assez peu de la couleur de la lumière. Et quand on expose un tableau notamment, où il faut faire attention à ne pas écraser les couleurs en mettant en valeur l'or et inversement, comment est-ce qu'on va choisir justement la température de la lumière qu'on va utiliser pour éclairer les tableaux sans dénaturer les couleurs, mais aussi sans dénaturer l'or. Et la deuxième question que j'avais, donc toujours par rapport au tableau, on a souvent, notamment dans la tempéra et sur certaines peintures à l'huile aussi, des œuvres qui vont énormément refléter la lumière, indépendamment de l'utilisation de l'or ou pas. Et comment est-ce qu'on va jouer justement sur ces différents reflets dans l'éclairage ? Que dire? Les reflets, déjà, c'est un tableau qui a de la peinture donc reflète, et c'est comme un miroir. Et donc, on travaille avec, comme c'est un miroir, donc avec la lumière incidente. Donc, on n'éclaire jamais de face, parce que sinon, on a vraiment le reflet qui se met de... Et on essaie toujours d'essayer d'être un petit peu sur le côté, dans le sens de la visite, si c'est possible. Donc voilà, donc ça, et c'est vrai qu'avec les cadres en or, on essaye de ne pas trop les éclairer, parce que de toute façon, ils se suffisent à eux-mêmes presque. Et c'est vrai que la peinture, c'est plutôt la peinture qu'on regarde, et le cadre n'est que décoratif, ou c'est un apparat, c'est pas du tout... c'est pas ça qu'on met en avant. Donc on essaye de pas trop éclairer le... Je rejoins Stéphanie. En fait, on n'éclaire pas les cadres parce que sinon ils prennent le pas sur les tableaux. Et vous parlez de température de couleur. En fait, alors les reflets, évidemment, surtout les tableaux qui reviennent de restauration. Les reflets sont terribles. Surtout que les restauratrices, je me souviens, je cite cet exemple parce que je ne sais plus dans quelle salle, mais au musée Carnavalet, en fait, les restauratrices avaient travaillé des mois et des mois sur des tableaux. Et je pense qu'ils travaillent avec une lumière très... peut-être qu'il y a des restauratrices de Carnavalet par... Non. Ils travaillent vraiment dans un cadre de travail d'atelier. Et c'est très difficile, il faudrait de temps en temps sortir les tableaux pour les mettre dans les lieux, parce que du coup, elles étaient venues dans la salle et elles avaient dit « Oh, les reflets, etc. » Et elles ne s'étaient pas rendues compte. Et c'est normal que les restaurations, parfois, sont un peu brutales, nécessaires. Donc, on essaye de moins éclairer les tableaux qui reviennent de restauration. Ou... dans le sens de la visite, de balancer le reflet là où le tableau est moins intéressant. Parfois, il faut faire ce choix un peu difficile. Et les températures de couleur, ça dépend de la couleur, du chaud, du froid, de la couleur. On peut mettre plusieurs températures de couleur sur un même tableau. Ça dépend des... Il n'y a pas une règle pour l'or où on préfère mettre on met la température de couleur plus chaude, évidemment. Alors, peut-être présentez-vous quand vous posez une question. Oui, bonjour, moi je m'appelle Joy, je suis élève conservatrice à l'INP et doctorante en histoire de l'art.
J'aurais une petite question à vous poser. Je ne sais pas du tout si elle est pertinente, mais en dehors des expositions thématiques spécifiquement dédiées à l'or, comment est-ce qu'on expose l'or à côté de ce qui n'est pas d'or? Parce que je pense que l'œil est naturellement attiré par ce qui brille, donc un visiteur d'exposition sera attiré par les pièces en or, mais que deviennent du coup toutes les pièces qui ne sont pas en or à côté et qu'il faut quand même mettre en lumière, sinon pour un visiteur, elle pourrait passer parfois dans l'ombre et pourrait rester dans l'ombre. Du coup, est-ce que il y a un éclairage plus fort qui est donné à ces pièces? Voilà, je ne sais pas si c'est pertinent. Alors, je vais juste parler de notre méthode chez ACL. Bien sûr que ça dépend des matériaux. Et on va toujours chercher un équilibre aussi entre les objets, entre eux et l'espace. Parce que sinon, comme vous dites, il y a un objet qui va prendre le pas. On travaille sur la lisibilité avant toute chose, notamment sur les retables dorés, etc. Et on cherche l'équilibre le plus parfaitement possible entre l'espace et les différents objets. Ça, c'est je sais pas, une sensation, je sais pas comment, peut-être que Stéphanie va nous... Non, mais je te rejoins en disant que moi, ma méthode, c'est que j'éclaire d'abord tous les objets un peu à la sauvage pour être sûr que j'ai le matériel, et puis après on refait un tour, je refais un tour pour vraiment équilibrer, et c'est aussi après une relation avec le conservateur ou la conservatrice pour savoir si elles ont des desiderata, s'il y a quelque chose qui est à mettre plus en valeur que d'autres. Et souvent quand il y a vraiment des objets qui sont plus réfléchissants que d'autres, on essaye de les atténuer un petit peu pour pas qu'ils prennent le pas, à moins que ça soit le trésor de la salle, et là, effectivement, on y va. Mais voilà, donc après, c'est vraiment un dialogue à avoir avec le conservateur pour savoir quel type de... Mais c'est vrai que l'équilibre, en général, il y a l'équilibre architectural, et après, chaque œuvre par rapport à l'autre, plus les textes, plus les vidéos, enfin voilà, donc c'est vraiment... un éclairage ne se fait pas, en tout cas, je ne fais pas un premier shot, voilà, c'est un éclairage. Je reviens, et puis tu reviens, et puis après on fait une salle, et puis on se rend compte que la salle d'avant, elle induit autre chose pour la salle d'après, enfin bon. Donc c'est vraiment un équilibre. Juste pour compléter, ça passe aussi par la scénographie. On va créer un équilibre dans la salle si justement il y a des pièces qui sont plus ou moins fortes, certaines à mettre plus ou moins en valeur par rapport à d'autres. Donc là, c'est vraiment un travail commun dès le début de se rendre compte de ce qu'il y a besoin, et les œuvres qui vont prendre plus le pas de par leur matérialité. Alors, je me demandais si pour l'éclairage des tableaux, il y avait... en fonction du type de lieu, par exemple des grandes foires, Art Paris, des œuvres qui sont là pour être vendues, qui sont parfois très très éclairées, comme des écrans en fait, avec des éclairages qui resserrent, très froids, sur des œuvres très enfin voilà, toutes nettoyées. C'est pas le même éclairage que dans les musées. Est-ce qu'il y a des demandes particulières en fonction du but de présentation au public? Oui. Vous avez raison. Actuellement, nous travaillons pour un grand collectionneur qui va ouvrir sa galerie, et généralement, il demande des white cubes. Donc, c'est froid, et du coup, la lumière est renforcée sur les œuvres qui sont beaucoup plus éclairées, qui ressemblent parfois à des diapositives. Mais c'est justement la demande des galeristes, et ce qui n'est pas possible de proposer dans un contexte muséal, où là on va chercher l'ambiance, le confort, une sensation particulière. Et on a aussi, évidemment, on est assujetti à la conservation préventive avant tout. Il y a plein de questions. Alors présentez-vous juste avant, s'il vous plaît. Léa Legouy, alors je suis historienne de l'art, mais je travaille plutôt dans le domaine de l'égyptologie, et ma question porte plutôt sur l'exposition qui a eu lieu au MUSEM, parce que justement donc les demandes varient en fonction de, enfin, je veux dire, les conservateurs ont leur mot à dire, et là vous étiez des conservateurs chargés de collections contemporaines et anciennes. Est-ce que vous avez eu des conflits au sujet justement de ces éclairages, de l'effet recherché sur les visiteurs, ou est-ce que là pour le coup vous êtes juste vous avez cherché à créer un consensus et c'est plutôt les scénographes qui ont eu la main?
Ouais, les conflits n'ont pas porté sur les questions d'éclairage. C'était un peu une gageure, cette exposition. Je vous ai raconté les débuts. En fait, on avait une contrainte forte qui nous était octroyée par le président. C'était, en gros, vous vous entendez et on fait le projet. Si vous ne nous entendez pas, on ne le fait pas. Donc, on était obligé de s'entendre. Donc voilà, le résultat a été qu'on s'est entendu et qu'on a réalisé ce projet, encore une fois, un peu fou, parce que fait avec des regards et des problématiques, des enjeux qui étaient assez éloignés les uns des autres. Mais je crois qu'au final, enfin, moi en tout cas personnellement, je suis un des 4 seulement. Il faudrait que vous interrogiez les 3 autres, malheureusement les 2 autres, parce qu'il y en a un des 4 qui est décédé depuis. Mais je crois qu'au final, on a réussi à faire quelque chose qui était assez enthousiasmant et qui permettait vraiment d'avoir ce regard très, très large sur une chronologie très, très large et avec des rencontres un peu étonnantes et qui éclairaient vraiment cette problématique de qu'est-ce que l'or dans nos sociétés aujourd'hui, mais aussi il y a 3000 ans. Voilà, quel est le rôle, le symbole de ce matériau un peu particulier, très particulier. Je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à la question, mais en tout cas, vraiment, ça a été un projet complexe à faire aboutir, mais je n'ai pas le souvenir que l'accrochage ait été problématique. Sans doute parce qu'on avait un très bon scénographe, de très bons éclairagistes, et qui ont vraiment pris complètement le relais à ce moment-là. Alors moi j'ai 2 petites questions. Lola Fombertas, conservateur des musées de Dijon. D'abord, est-ce que vous auriez, côté plutôt scénographie, des retours d'expérience sur les couleurs des cimaises qui mettent plus ou moins en valeur l'or, notamment dans la peinture? Première question. Et deuxième question, plutôt pour les concepteurs lumière. De votre point de vue de professionnel, est-ce que vous préférez travailler avec un parc d'éclairage à demeure au musée? Est-ce que vous recommandez d'investir en fait dans des cadreurs, dans des spots, etc., sachant que ça peut aussi devenir obsolète assez rapidement? Ou est-ce que vous préférez plutôt travailler avec des parcs d'éclairage en location? Voilà. Merci. Je tente de dire que ça nous est égal à partir du moment où les projecteurs... en fait, on fait un travail aussi avec les musées pour, dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire qu'ils avaient des parcs obsolètes, halogènes, etc. Et nous avons travaillé avec... Enfin, il y a un fabricant qui a créé un module LED adapté, donc on a participé au fait que les musées gardent leur parc. Donc je ne peux pas dire que j'aime pas leur parc. Mais... Après, et puis surtout que nous travaillons aussi avec les musées pour leur donner des conseils de prescription. En fait, ils n'achètent pas n'importe quoi et ils demandent conseil et on a des missions pour ça. Et par contre, alors, on n'en a jamais assez. Le problème, c'est parfois on n'a qu'un seul projecteur pour une œuvre alors qu'il en faudrait 2. Les budgets sont de plus en plus serrés et on aimerait bien louer plus de matériel, évidemment, et je sais plus. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et pour des éclairages particuliers, notamment pour l'éclairage intégré, les musées ont investi aussi dans les mini-spots pour les vitrines. Mais il y a... je préfère louer parfois parce que les musées n'ont pas le temps de faire la maintenance de leur parc. Souvent, pendant le démontage, tout le monde est fatigué, etc. Et je retrouve des caisses avec tout, rien étiqueté, tout mélangé, et ça se casse en fait. Et il faudrait vraiment une personne dédiée dans les musées, par exemple chez Paris Musée, il faudrait qu'on leur demande. Mais oui, parce qu'ils ont plein. Ça fait des années qu'on leur demande d'ouvrir un poste de quelqu'un, vu le nombre de musées que ça représente, ils seraient très occupés. Et voilà. Enfin, je réponds en partie à la question. Donc, mais du coup, et ça arrive souvent qu'on arrive et on nous dit qu'il y a tant de spots, et en fait, il n'y en a que la moitié qui fonctionne. Et là, on n'a pas loué.
Enfin, on a plein de contraintes comme ça, après on s'en sort toujours. Je ne sais pas comment, mais on s'en sort toujours. Et après, sur la question de la scénographie, il n'y a pas forcément de couleurs vraiment dédiées. Après, on l'a vu, forcément les salles plus sombres vont mettre en valeur plus facilement, mais c'est pas forcément que lié à l'or. Chaque œuvre qui est présentée sur un mur noir et toute seule, bien éclairée, elle est forcément mieux mise en valeur que sur un grand mur avec un éclairage diffus. Donc il peut y avoir plein de solutions. Ça va dépendre aussi des autres œuvres qui dialoguent dans la salle. C'est surtout ça. C'est vraiment une question d'équilibre et de mise en place. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'aurais une question par rapport à la mise en valeur des cadres, parce que vous avez dit souvent que voilà, on faisait en sorte de ne pas l'éclairer pour pas qu'il obstrue finalement la visibilité. Et si justement on cherche à les mettre en valeur comme objets patrimoniaux, est-ce que c'est possible de concilier un éclairage à la fois du cadre et de l'intérieur de la peinture ? Je me suis dit, en vous écoutant, que ce serait intéressant un jour de faire un éclairage inverse. On n'éclairerait que les cadres. Ça serait une expérience à tenter. Mais on peut tout à fait le faire. Il y a parfois des cadres qui sont des cadres emblématiques ou qui font l'objet d'une narration spécifique. On les éclaire. Ils nous embêtent, mais certains, on les éclaire quand c'est nécessaire. Je vois que les gens commencent à partir, donc je voulais vraiment remercier quand même nos 4 intervenants. Merci beaucoup.